Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un document qui, a priori, a l'air Administratif, un peu aride, oui. c'est ça. Le guide officiel du conducteur pour l'Alberta. Mais notre mission, c'est de regarder derrière la liste de règles pour vraiment comprendre la philosophie. Et il y en a une de philosophie. Le cœur du système, c'est ce qu'ils appellent le permis de conduire progressif, ou PCP. PCP. Exactement. Et il faut vraiment voir ça comme un parcours pédagogique. C'est pas juste une série de tests. L'idée, c'est de construire la compétence, le jugement, couche par couche. Et ça s'applique à tout le monde, qu'on ait 16 ou 60 ans. Un parcours pédagogique, j'aime bien cette image. C'est tout à fait ça. On va donc suivre ce parcours, étape par étape, comme un nouveau conducteur. On commence à la case départ, le permis d'apprenti. On va décortiquer les épreuves, les transitions, voir comment le système transforme un novice en conducteur aguerri. Et c'est un voyage qui prend du temps. Le guide est clair là-dessus. Au minimum 3 ans. Alors, allons-y. Première étape, le permis d'apprenti, la fameuse classe 7. L'âge minimum est fixé à 14 ans, ce qui peut surprendre. Oui, 14 ans, ça peut paraître jeune. Le guide ne le justifie pas noir sur blanc, mais la logique est là, en filigrane. C'est-à-dire? En commençant à 14 ans, l'apprentissage se fait dans un cadre très supervisé, souvent familial. Ah oui, je vois. L'idée, c'est que la supervision sera faite par les parents, un tuteur. Ça transforme la conduite en une sorte de transmission sur le long terme. Pour le reste, les prérequis sont assez simples. 14 ans, le consentement des parents si on est mineur, réussir un test de vision et l'examen théorique. Et une pièce d'identité, bien sûr. D'accord. Donc, on intègre ça à la dynamique familiale. Une fois qu'on a cette carte de classe 7, on entre dans ce que j'appellerais un bac à sable très réglementé. C'est exactement l'image. Le guide est très strict sur les restrictions. Par exemple, il faut garder ce statut d'apprenti pendant 1 an, minimum. Sans exception. Et il y a ce couvre-feu, pas le droit de conduire entre minuit et 5 heures du matin. Absolument. Mais la règle la plus importante, la clé de voûte du système à ce stade, c'est l'accompagnateur. On ne conduit jamais seul. Jamais, au grand jamais. Il faut toujours avoir une personne de 18 ans ou plus qui a un permis complet, assise à l'avant, sur le siège passager. Et ce n'est pas juste pour faire de la figuration, c'est un vrai rôle de copilote. Ce rôle de mentor, en fait. Le guide insiste aussi sur la tolérance zéro pour l'alcool et les drogues. Et les points d'inaptitude, c'est plus sévère. Oui, le permis est suspendu dès 8 points alors que la limite est plus haute pour un permis complet. Hmm. Ce qui est fascinant, c'est que cette approche, cette bulle de sécurité, elle s'inspire de modèles bien plus complexes, comme la formation des pilotes de ligne par exemple. Ah, intéressant. L'idée, ce n'est pas juste d'éviter le danger, c'est de construire des réflexes dans un environnement à stress minimal. On enlève la nuit, la solitude, l'alcool, pour que l'apprenti se concentre sur l'essentiel, la mécanique de la conduite. C'est très méthodique. C'est une science en fait. Parlons justement des portes d'entrée de cette bulle. L'examen théorique. Le BID le décrit comme un test sur ordinateur. 30 questions, il en faut 25 de bonnes. Assez classique. Mais il y a un détail qui m'a vraiment interpellée. Je crois deviner lequel. L'accessibilité? Les langues? Exactement. Le fait que cet examen soit disponible en 25 langues. Ce n'est pas qu'un détail, ça dessine une carte démographique de l'Alberta. Tout à fait. On trouve du français, bien sûr, mais aussi le cri, ce qui ancre le processus dans l'histoire locale, et puis le somali, le tagalan, l'ukrainien. Ça reflète les vagues d'immigration. Le permis devient un outil d'intégration. Vous mettez le doigt sur un point essentiel. Ce n'est pas de la simple commodité, c'est reconnaître que la mobilité est la clé de la participation économique, surtout dans une province aussi immense. C'est une décision politique forte. Très forte. Dans un registre plus pragmatique, le guide insiste sur un point qui doit causer bien des maux de tête. Le papier qu'on reçoit après avoir réussi l'examen, N'est pas un permis. voilà. Il faut absolument retourner voir un agent d'immatriculation pour la mise à jour. C'est le petit piège bureaucratique classique. Un grand classique. Et à côté de ça, il y a le test de vision. Une formalité pour la plupart des gens, mais non négociable. Si on a besoin de lunettes, il faut les avoir, sinon on doit revenir. C'est du bon sens. D'accord. Donc on passe au moins 1 an avec ce couvre-feu, toujours avec un chaperon. On doit avoir hâte d'avoir un peu plus de liberté. Comment se passe la transition vers l'étape suivante, le permis probatoire? C'est une transition très attendue, oui. Pour y arriver, il y a 3 conditions. D'abord, avoir eu son permis d'apprenti pendant 1 an, sans suspension. Logique. Ensuite, avoir 16 ans révolus.
Et enfin, réussir le premier grand test pratique, l'épreuve de conduite de base. C'est là qu'on doit prouver qu'on a bien appris. Et la récompense, c'est cette autonomie. La première chose qui saute, c'est la fin du couvre-feu. Oui, fini l'interdiction de conduire entre minuit et 5 heures. C'est un gain énorme. Mais le système garde des garde-fous. Ce nouveau permis, la classe 5 PCP, on doit le garder pendant au moins 2 ans. C'est une nouvelle phase, plus longue. C'est ça, c'est la phase de consolidation. On passe de la pratique supervisée à la pratique autonome, mais toujours sous observation. La tolérance zéro pour l'alcool est maintenue. C'est une encre de sécurité, comme vous disiez. Exactement. La suspension à 8 points reste aussi. Et 2 nouvelles règles apparaissent, très logiques. On n'a pas le droit d'être l'accompagnateur d'un apprenti. On n'est pas encore assez expérimenté pour ça. Voilà. Et on ne peut pas non plus postuler pour un permis commercial. Il faut d'abord sortir complètement du programme. Bon, alors parlons de ces épreuves pratiques. La première, pour passer au statut probatoire, est l'épreuve de conduite de base. Une trentaine de minutes, c'est ça? Environ 30 minutes, oui. L'objectif est simple. Voir si on peut se débrouiller seul en sécurité. Et d'ailleurs, le test commence avant même de démarrer la voiture. Ah. L'état du véhicule. Pneus, freins, clignotants, tout doit être impeccable. L'examinateur ne montrera jamais dans une voiture qu'il juge dangereuse. C'est un pré-test en quelque sorte. On peut voir ça comme ça. Ensuite, pendant la conduite, on évalue les fondamentaux. Le respect de la signalisation, la vitesse, la gestion des intersections. Et bien sûr, le stationnement. Le stationnement, le cauchemar de beaucoup. Le guide parle de stationnement en bataille, en côte et en créneau. Forme de pragmatisme, une reconnaissance que c'est une manœuvre qui demande une souplesse, une perception spatiale qui, peut-être, décline un peu avec l'âge et qui n'est pas, en soi, essentielle au quotidien. C'est un compromis intéressant. Oui, entre la rigueur de l'évaluation et l'adaptation à la réalité. D'accord. Donc, on réussit ce test. On passe 2 ans en mode probatoire. Et on arrive à l'épreuve finale, le boss de fin. L'épreuve de conduite avancée, c'est le ticket de sortie. Elle est plus longue, 1 heure environ. Et le mot avancé n'est pas juste pour la forme, j'imagine. Pas du tout. C'est là qu'on voit la progression du système. Ce test est avancé parce qu'il nous met dans des situations plus exigeantes. On quitte les petites rues du quartier. On passe au niveau supérieur. On évalue la conduite sur des routes à vitesse élevée, 80-100 km/h. La gestion des voies d'accélération pour s'insérer sur une autoroute. La source de stress de beaucoup de conducteurs. Absolument. On teste aussi la conduite dans des zones à forte circulation, pour voir la prise de décision sous pression. Et le stationnement aussi monte d'un cran. Fini les exceptions. Le créneau, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Le guide liste même les causes d'échec automatique. C'est la partie à lire avec attention. Dépasser la limite de vitesse, ne pas marquer un stop, monter sur le trottoir en se garant. Et c'est fini. Peu importe si le reste était parfait. Ce sont les erreurs critiques. Pour l'évaluateur, ça signale un manque de contrôle fondamental. C'est la ligne rouge de la sécurité. Mais une fois qu'on a réussi ça, et qu'on a ces 2 ans de probatoire, on gradue. On obtient enfin le permis classe 5 non PCP. Et cette graduation, elle vient avec des avantages concrets. La limite de points d'inaptitude augmente. Oui, on a un peu plus de marge. La tolérance zéro pour l'alcool est levée, même si, évidemment, conduire avec les facultés affaiblies reste très gravement puni. Bien sûr. Et on gagne 2 pouvoirs, superviser un apprenti et postuler à un permis commercial. La boucle est bouclée. Exactement. Et au total, si on fait le calcul, le processus complet prend au minimum 3 ans. 1 an d'apprentissage, 2 ans de probation. C'est un investissement en temps, délibéré. C'est clair. Maintenant, question pratique. Qu'est-ce qui se passe si on déménage en Alberta, si on a déjà un permis? Heureusement, on ne repart pas de zéro. Le système est pragmatique. Si on vient d'une autre province du Canada, c'est très simple. On a 90 jours pour échanger son permis. Et si on vient de l'étrangère? Ça dépend du pays. L'Alberta a des accords de réciprocité avec beaucoup de pays. La France, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, le Japon. La liste est longue. Pour eux, l'échange contre un permis de classe 5 est quasi automatique. D'accord. C'est simple. Après un test de vision, oui. Et pour les autres, ceux qui viennent d'un pays sans accord? Eux non plus ne sont pas obligés de tout refaire. Il y a une procédure de reconnaissance de l'expérience. On peut faire valider ces années de conduite. Si c'est accepté, ça donne une exemption cruciale, celle de ne pas devoir garder le permis d'apprenti pendant 1 an. Ah, donc on peut passer les examens directement. On peut passer les examens théoriques et pratiques directement pour obtenir au moins un permis probatoire. C'est une reconnaissance juste de l'expérience. Le guide termine avec les rappels administratifs classiques, mais essentiels. Oui,
Il faut toujours avoir ses papiers sur soi. Permis, immatriculation, assurance. Mettre à jour son adresse si on déménage, c'est une obligation légale. Et signaler la perte ou le vol de son permis, évidemment. Bon, si on fait le bilan, ce n'est pas juste une série de tests. C'est un système progressif en 3 étapes, sur 3 ans minimum. Apprenti, probatoire, complet. Chaque étape ajoute des compétences, des responsabilités. C'est ça. Le cadre est de plus en plus réaliste, mais toujours sécurisé. Et la philosophie derrière, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire, L'objectif, ce n'est pas que de valider une technique à un instant T. C'est de forger des habitudes, un jugement, une conscience du risque sur le long terme. Le système part du principe que la compétence en conduite, ça se construit, patiemment. c'est une culture de la sécurité routière. Voilà. En s'assurant que les plus inexpérimentés sont aussi les mieux encadrés. Le guide détaille vraiment très bien le chemin vers ce permis de classe 5, celui de la voiture de tous les jours. Mais en le lisant, on voit qu'il ne fait qu'effleurer les autres catégories. Les classes 1 à 4 pour les véhicules commerciaux, la classe 6 pour les motos. Mhm. Et ça laisse une question. On a vu la rigueur du processus pour une simple voiture. Alors, quelles compétences, quelle formation et surtout, quelles responsabilités en plus sont d'exiger pour prendre le volant d'un bus scolaire, d'un semi-remorque de 40 tonnes ou pour enfourcher une moto dans le trafic? Comment ce principe d'apprentissage progressif est-il adapté pour des défis encore plus grands où la moindre erreur a des conséquences potentiellement décuplées?